Salut à tous les amis, c'est Seb, bienvenue dans ce troisième épisode de Supplément Catch-up. Aujourd'hui on va parler photo puisque je vais vous montrer un petit peu les réglages qu'il faut savoir si vous possédez un appareil photo de type réflexe. Donc on va voir un petit peu tout ce qui est très important à savoir pour faire de bonnes photos et de bonnes vidéos. On va parler spécifiquement ici de photos et la prochaine fois on parlera de vidéos, puis après on fera des vidéos comme ça pour apprendre à photographier les étoiles ou les orages, etc. On commence tout de suite par parler d'une des bases d'un appareil photo, c'est l'objectif. Sur votre objectif, il y a plusieurs chiffres qu'il faut prendre en compte lors de l'achat. Il faudra bien comprendre ce que veulent dire ces chiffres pour bien choisir votre objectif. La longueur focale, ce n'est rien d'autre que le grossissement que vous allez avoir de votre sujet. Donc ça se compte en millimètres. Un des objectifs les plus connus est l'objectif kit vendu avec les appareils photo Canon, c'est-à-dire le 18-55 mm. Ce qui veut dire qu'il va de 18 mm à 55 mm. Tout ça, ça veut rien dire, on est d'accord, quand on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc on va les classer en catégories. En dessous de 10 mm, on parle d'ultra grand angle, c'est-à-dire que ça peut prendre des photos avec un champ extrêmement large, presque à la taille de la vision humaine. Ce sont des objectifs majoritairement utilisés pour la photo de paysage, qui nécessitent donc un grand champ de vision pour couvrir une grande surface, telle une montagne ou un grand paysage avec une vallée, etc. On peut aussi l'utiliser pour faire des portraits un petit peu chelous. Je crois que les voisins écoutent. En dessous de 20 mm, on parle de grand angle, donc on réduit un petit peu le champ de vision par rapport à ultra grand angle, mais ça reste encore très large et principalement utilisé aussi dans la photo de paysage. Au-dessus de 20 mm, on commence à parler d'une distance dite normale ou standard. Ici, j'utilise un objectif 50 mm qui représente la vision humaine. Attention, pas le champ de vision, la vision. C'est-à-dire que c'est plus ou moins ce que vous obtenez en tendant vos bras à 1 mètre et en faisant le fameux carré de cinéma. Voilà. Donc ce que vous voyez dans votre carré lorsque vous tenez vos bras à 1 mètre de vous, c'est ce que vous verrez dans un objectif 50 mm. C'est-à-dire que ce n'est pas grand angle, c'est un champ assez réduit et donc conforme à ce que vous verriez en vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun grossissement, c'est un objectif standard. Ensuite, on passe à un niveau supérieur, à 250 mm par exemple, et là on parle de téléobjectif avec un grossissement assez important, principalement utilisé dans la photo de sport ou d'animalier ou par exemple dans l'astrophoto. À tous ces types d'objectifs viennent s'ajouter deux catégories d'ensemble, ce qu'on appelle les objectifs à focale fixe et les zooms. Et ça n'a absolument rien à voir. 18-55 mm, autrement dit, il y a donc deux valeurs dans son nom, 18 et 55 mm. C'est un zoom. Il vous permet d'avoir une distance focale de 18 mm au minimum jusqu'à 55 mm au maximum. Vous n'irez ni au-delà ni en dessous. Et c'est ça qu'on appelle un zoom. J'ai par exemple un 70-300, c'est également un zoom qui va de 70 mm à 300 mm. Quant à eux, les focales fixes, comme leur nom l'indique, n'ont pas de zoom, donc aucune variation de grossissement. Celui que j'utilise actuellement est un 50 mm et c'est tout. C'est-à-dire qu'il ne peut filmer qu'à 50 mm. Donc pour pouvoir zoomer sur un sujet ou dézoomer, il va falloir se déplacer physiquement avec votre appareil photo. Dans certains cas, ça peut vraiment booster votre créativité, ça vous oblige à changer d'angle de vue, à changer de perspective, à changer de place et voir le sujet dans un autre environnement. Maintenant, on parle de la valeur ISO, notée ISO sur votre appareil, vous l'avez déjà forcément vu. L'ISO, c'est la sensibilité à la lumière d'une pellicule ou d'un capteur numérique par exemple. Vous avez une valeur avant ISO et en réglant cette valeur, vous allez plus ou moins rendre sensible votre capteur à la lumière. Alors ça va avoir pour effet d'augmenter considérablement la luminosité d'une image. Par exemple, lors d'une photo de nuit, on va privilégier un gros chiffre en ISO, donc une grosse valeur ISO. Ça va avoir pour but donc de renforcer la luminosité de l'image et au contraire, si jamais on est comme aujourd'hui avec un éclairage plutôt naturel et très lumineux grâce au soleil, il n'y a pas de nuages, il n'y a rien, du coup là par exemple je filme avec 100 ISO, ce qui rend l'image un peu plus sombre et même pas assez. J'ai dû donc jouer sur un autre paramètre que je vous expliquerai pour assombrir encore l'image parce que là bien sûr c'était beaucoup trop lumineux. Donc cette valeur ISO, vous allez pouvoir la modifier à peu près partout sur les photos, etc. Sachant qu'il n'y a pas de norme réellement pour l'utilisation des ISO, il suffit juste de savoir donc que plus vous allez monter dans les ISO, plus vous aurez de bruit sur l'image. C'est-à-dire que vous allez rendre votre photo très lumineuse, mais par contre vous aurez une espèce de grain, une espèce de bruit qui va apparaître sur l'image, comme je vais vous montrer dans les exemples. Où je sais que j'en étais? Ah oui, donc plus vous monterez les ISO, plus vous aurez de bruit, plus vous les baisserez. Plus vous les baisserez, moins vous aurez de bruit. Ça, donc comme ça, vous le saurez, ça influe là-dessus. Par contre, en général, on va être honnête, tout le monde s'en fout du bruit sur les photos, à part les puristes qui vont vous dire, ça là, il y a trop de grains, t'as trop monté les ISO, t'as mal réglé ton appareil. Mais en règle générale, personne ne remarquera le bruit
des ISO sur vos photos. C'est juste vous personnellement, peut-être au bout d'un moment, vous commencerez à le voir quand vous ferez des retouches un peu plus poussées, que vous zoomerez sur les photos, vous verrez ce grain apparaître dans certaines zones de votre photo. Et ça sera un petit peu gênant si jamais vous êtes un peu pointillé là-dessus, ça vous gênera et donc vous commencerez à bien calibrer vos ISO. Ce qu'il faut retenir, c'est que les ISO règlent la sensibilité de votre capteur à la lumière. Un autre paramètre à bien connaître, c'est votre temps d'exposition ou temps de pause. Lui aussi va totalement influer sur la luminosité de votre image. Donc on va commencer par la base. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, retirez votre objectif de l'appareil photo. Vous pouvez voir à l'intérieur qu'il y a un miroir. Ce miroir empêche la lumière d'atteindre le capteur qu'il y a situé juste derrière. Le capteur, c'est ce qui va prendre votre photo et qui va capturer la lumière prise lors de la prise de vue. Et c'est ce temps qui est calculé par le temps d'exposition, c'est le temps durant lequel le miroir va être levé et absorber donc la lumière. Et assez logiquement, plus le temps où le miroir sera levé est important, plus il y aura de lumière sur votre photo. Et au contraire, si vous choisissez un temps d'exposition assez bref, il y aura beaucoup moins de lumière qui rentrera dans votre appareil. Pour la plupart des appareils, vous pourrez aller jusqu'à 30 secondes d'exposition. Donc pendant 30 secondes, votre miroir sera relevé et le capteur absorbera la lumière. Le temps minimal pour le mouvement du miroir dépend en partie de votre appareil. Le mien peut monter, je crois, à 1/8 millième de seconde, mais là, encore une fois, ça dépend vraiment de votre boîtier et pas de l'objectif. Mais attention, ce réglage n'est pas seulement utilisé pour régler la luminosité d'une photo. Il influe totalement sur la manière dont vous allez fixer un sujet qui bouge. Si vous shootez un événement sportif, par exemple, il faudra prendre un temps d'exposition extrêmement court pour figer le personnage. Par exemple, il est parfaitement inutile d'essayer de prendre une photo en mettant 1 seconde de temps d'exposition. Le simple fait de bouger la caméra avec votre main à main levée, donc, va vous rendre la photo totalement moche et totalement inexploitable après. Il vous faut donc absolument un trépied. À partir d'environ 1/60 de seconde, on commence vraiment à voir du flou de bouger. Mais je suis là. T'es un peu con, toi? Ah, le chien. Oh. Fais coucou à la caméra. Fais coucou. Ah. La caméra. Ah. Va voir. Allez, va. Pour la photographie d'étoiles, par exemple, on verra ça dans une vidéo, il vous faudra vous mettre sur trépied avec un temps d'exposition de 2 à 30 secondes pour capturer un maximum de lumière et trouver le juste milieu pour éviter d'avoir un fil d'étoiles. On verra tout ça dans une vidéo spéciale. Alors si vous ne le savez pas, dans votre objectif, vous avez des sortes de petites ailettes qui forment ce qu'on appelle un diaphragme et qui se ferment plus ou moins en laissant passer plus ou moins de lumière. Allez, on va chercher le ballon. Bah, c'était dégueulasse. L'ouverture maximale de votre objectif est marquée sur celui-ci et sur la boîte lorsque vous l'achetez. C'est le chiffre qui est écrit F1 une valeur. Parfois, il n'y a pas le F, on a directement 1, 2 points, une valeur. Moi, par exemple, c'est 1, 2 points, 1,8. On dit donc qu'il a une ouverture maximale d'1,8 ou plus couramment, on dit f1,8. Si vous ouvrez votre diaphragme à son maximum, il y aura beaucoup de lumière qui rentrera à l'intérieur et votre photo sera donc plus lumineuse. Au contraire, si vous fermez votre diaphragme, vous laisserez rentrer moins de lumière et vous assombrirez donc votre photo. Contrairement à la valeur ISO, ce réglage ne produira pas de grains sur votre photo. Par contre, il va jouer sur une chose qui est très importante et que vous appréciez sûrement sur beaucoup de photos, c'est le flou d'arrière-plan. Plus vous ouvrez votre diaphragme, plus vous aurez de flou à l'avant et à l'arrière de votre sujet. Et la distance focale, c'est-à-dire la zone durant laquelle votre sujet sera net, sera réduite. Par exemple, j'utilise ici une ouverture de 1,8, ce qui offre une très petite zone de netteté et un énorme flou d'arrière-plan. Les nuages qui passent me font foirer tous mes réglages. Une petite particularité sur le réglage de l'ouverture dans les appareils photo, c'est que le chiffre est un petit peu bizarre. En fait, plus vous allez baisser ce chiffre, donc par exemple ici à 1,8, plus votre ouverture sera grande. Au contraire, si jamais je monte à f22 par exemple, le diaphragme va se fermer au maximum. Donc, putain de travaux quoi. Donc ne pensez pas qu'en augmentant le chiffre sur votre appareil, vous allez augmenter l'ouverture. C'est tout le contraire qui va se passer et vous le comprendrez assez vite en voyant vos photos. Et c'est comme ça qu'on choisit un petit peu son objectif en fonction de ses besoins. Par exemple, le 18-55 mm de chez Canon, donc l'objectif kit que je prends par exemple depuis tout à l'heure, a une ouverture, si je dis pas de conneries, qui va de 3,5 à 5,6 il me semble. Vous devez prendre en compte les deux valeurs. D'abord 18-55 mm qui est la focale comme on l'a vu, puis f3,5 5,6 qui est l'ouverture de votre appareil photo. Et ces deux sont liés. Pour bien comprendre, le f3,5 correspond à l'ouverture maximale utilisable à 18 mm et f5,6 est l'ouverture maximale utilisable à 55 mm. Vous ne pourrez pas descendre à f3,5 à 55 mm. Il faut bien prendre en compte ceci lors de l'achat de votre objectif.
J'espère que tout ça a été assez clair pour vous. J'ai pas fait de script, donc du coup j'ai un petit peu raconté ça comme si je l'expliquais à un pote. Le seul problème c'est que si vous avez des questions, du coup je peux pas y répondre. Donc du coup le mieux c'est que si jamais vous avez encore des questions ou des trucs à éclairer, soit vous faites une recherche sur Google, soit vous me postez un commentaire en dessous de la vidéo YouTube avec votre question, et si jamais il y a beaucoup de questions qui sont récurrentes, j'en reparlerai dans la prochaine vidéo et je répondrai soit par écrit, soit directement dans la vidéo qui suivra. Dans les prochaines vidéos, comme je le disais au début, on parlera aussi de la prise de vue d'orage, de la prise de vue d'étoiles, de la prise de vue de ciel profond. Je vais vous détailler un petit peu toutes les techniques que je connais et que j'ai appris sur YouTube ou sur Internet, et je vais essayer donc de vous les re-raconter moi-même dans ces vidéos pour vous faire découvrir un petit peu tout ça et vous permettre de vous familiariser un peu plus avec ce monde qui de base a l'air assez technique et assez compliqué, et au final on en prend assez vite les habitudes et on commence à avoir de vrais réflexes en photo, et de suite on arrive à gérer un petit peu tous les réglages. Donc pour tous les réglages que je vous ai donnés, je ne vous ai pas précisé, il faut utiliser le mode manuel, c'est le mieux. Voilà, donc comme ça vous pourrez jouer un petit peu tous les réglages, et il n'y a pas de secret pour apprendre à s'en servir. Il va falloir l'utiliser à fond, votre appareil photo. Vous sortez dehors, vous prenez des photos d'une fleur, d'un arbre, d'un chien, de tout ce que vous voulez. Vous prenez des photos et vous essayez tous les réglages, vous les poussez à fond, vous regardez dans un sens, dans l'autre ce que ça fait, et sur ordinateur vous allez pouvoir voir les petites différences et commencer à juger un petit peu de la qualité de vos photos en fonction de vos réglages. C'est le mieux à faire, il n'y a pas de secret. Comme dans beaucoup de domaines, il faut s'entraîner pour arriver à maîtriser un appareil et connaître un petit peu tous ces réglages. Il est possible que dans cette vidéo ou dans les vidéos qui vont suivre, je dise quelques petites conneries, bien sûr, parce que j'explique ça avec mes mots. Je ne suis pas professionnel, je ne suis pas très qualifié dans la photo pour en parler autant, mais je donne mes petites astuces et ce que j'ai pu comprendre moi-même ou en regardant des vidéos YouTube, ce que j'ai pu retenir pour vous aider à vous et vous l'expliquer de manière assez claire, on va dire. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je peux vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube pour être averti des prochaines vidéos qui vont sortir, à me laisser un petit j'aime si la vidéo vous a plu, bien entendu, et surtout à partager la vidéo si vous voulez m'aider. C'est le meilleur moyen, c'est de partager la vidéo sur vos réseaux sociaux favoris. Je vous dis à la prochaine pour le 4e épisode. D'ici là, portez-vous bien, restez curieux et surtout prenez beaucoup de photos. Allez, salut!